Vendredi 6 mars 2015, l'heure de la grande édition du journal télévisé sur BUN. Madame, Messieurs, tout de suite les titres de l'actualité. Victorieux des préliminaires de la Coupe du Congo de football à Kinshasa, le football Renaissance va disputer la finale dans la capitale, tandis que l'amicale sportive d'Agran va poursuivre la compétition sur un autre site pour avoir perdu au tir au but par 2-0. Et puis, la nécropole entre ciel et terre à Lansele a été retenue comme dernière demeure du journaliste Claude Kamanga Mouton, d'après des hommages posthumes qui lui ont été rendus par notamment des chevaliers de la plume, la corporation et surtout le Premier ministre. Et enfin, ça va vite avec la décentralisation. La liste des entités territoriales décentralisées vient d'être rendue publique par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, ce conformément à la loi en la matière récemment adoptée. Le chronogramme d'installation des 26 provinces est respecté. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. C'est parti avec la nouvelle cartographie administrative en République démocratique du Congo. Évariste Bochab a procédé hier à la publication de la liste des entités territoriales décentralisées qui feront partie des 26 prochaines provinces dans le respect de la loi sur la décentralisation récemment publiée. Cette nouvelle architecture de la territoriale donnera une nouvelle impulsion susceptible de rapprocher gouvernants et administrés. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a remis ce jeudi à la CENI la liste des entités territoriales décentralisées, conformément à la nouvelle loi sur la décentralisation promulguée il y a peu. En remettant cette liste à la CENI, le gouvernement vient de respecter sa part et ôter la contrainte relevée par la CENI lors de la publication du calendrier électoral sur les EDT. C'est ici que je me permets d'attirer davantage l'attention de la CENI sur son implication. Et c'est dans le timing imparti par la loi, car pour couronner le tout, l'article 10 de la loi de programmation proclame que l'installation effective des institutions provinciales devrait strictement s'opérer dans les 120 jours à dater de la mise en place des commissions. La CENI félicite le gouvernement pour la ponctualité avec laquelle il a réagi à cette contrainte. La CENI est heureuse de constater ces jours que parmi les contraintes relevant de la responsabilité du gouvernement, celle qui devrait absolument être levée aujourd'hui, 5 mars 2015, vient de l'être. La CENI donc attend de chaque partie prenante au processus électoral une implication pour que nous arrivions à doter notre pays des institutions dont il a besoin. Par la publication de cette liste des ETD, le gouvernement accélère l'installation des nouvelles provinces à côté de celles non démembrées. Et cela va à coup sûr favoriser la poursuite du processus électoral. Territorial New Look et perspective électorale, un groupe des femmes leaders politiques et autres cadres des partis politiques en pu s'abreuver hier au contenu du calendrier électoral global muni de l'ensemble du cycle électoral par le biais des informations fournies par l'institution d'appui à la démocratie. Comprendre le système électoral congolais et le calendrier électoral global, le thème d'une matinée citoyenne d'information et de formation en faveur de femmes et filles candidates potentielles aux élections à venir. La session organisée par l'ONG AMGO a eu pour but de familiariser les femmes avec leur environnement sur la sécurisation et les contentieux électoraux. Jusque-là, pendant 8 mois pratiquement, nous avons évolué avec les candidates potentielles. Et avec les candidates potentielles, nous avons eu à organiser des sessions taillées sur mesure pour, n'est-ce pas, les familiariser avec l'environnement électoral. C'est-à-dire que d'ici mois d'août, pratiquement nous avons 5 mois, nous avons comme challenge, n'est-ce pas, de former une femme capable d'affronter n'importe quelle adversité sur le terrain de compétition électorale. La femme congolaise doit être prête pour le scrutin qui pointe à l'horizon et prendre au sérieux sa participation prochaine aux élections.
En attendant ces échéances des scrutins, le gouvernement en place ne baisse pas les bras, tel que le témoigne cet intérêt porté sur la gouvernance par le Premier ministre, qui a sollicité le lobbying du Fonds monétaire international auprès de la communauté internationale en vue d'accompagner les performances réalisées par la République démocratique du Congo au niveau de la macroéconomique et de celui de l'indice du développement humain. Monsieur le ministre. D'accord. On a passé en revue l'état des relations entre notre pays et le Fonds monétaire international. Il se constate que ces relations sont bonnes, je dirais même très bonnes. Nous continuons la coopération en termes d'assistance technique, en termes de renforcement des capacités, au titre de l'article 4 des statuts, et en termes aussi de surveillance financière. Le Premier ministre a fait allusion, disons, aux performances que nous avons réalisées, tant au niveau macroéconomique, au niveau du développement humain, au niveau du doing business, ce qui traduit tous les efforts que notre pays a eu à faire au cours de ces dernières années. Et nous pensons que le Fonds monétaire international pourra également faire du lobby auprès de la communauté internationale pour que notre pays soit placé au niveau où il se trouve. L'institution financière des Bretton Woods s'est rendue au ministère des Finances où il s'est agi de la situation financière et économique en République démocratique du Congo avec Henri Yves Moulang, qui est ministre des Finances au sortir de ces échanges. Le directeur général adjoint du FMI s'est dit satisfait des avancées réalisées en République démocratique du Congo dans le secteur économique. Jimmy Loumon pour le reportage. Le ministre des Finances, Henri Yves Moulang, a présenté à la délégation du Fonds monétaire international, conduite par son premier directeur général adjoint, David Lipson, la situation économique récente de la RDC. Cet exercice s'inscrit dans le souci des autorités d'informer les partenaires de la marche économique du pays. Une économie qui continue à afficher une solide performance macroéconomique. Les dernières estimations situent les taux de croissance du PIB réel en 9,5% en 2014 contre 8,5% en 2013. Pour 2015, l'économie de la RDC devrait atteindre 10% de taux de croissance. Henri Yves Moulang a fait savoir à la délégation du FMI que la mise en œuvre des performances courageuses a permis à la RDC de passer d'une période de 13 ans des contractions économiques entre 1989 et 2012 à une période de 13 ans de croissance économique allant de 2002 à 2014. Une croissance qui reste essentiellement tirée du secteur minier. Le gouvernement de la RDC a levé l'option d'accélérer la mise en œuvre de mesures visant la diversification de l'économie et la promotion du secteur agricole et de renforcer le capital humain et l'amélioration des conditions sociales de la population. David Lipson, qui est venu se rendre compte et discuter avec les autorités congolaises sur la situation financière du pays, a salué les avancées réalisées par la RDC dans le domaine économique. Visite hier du Premier ministre sur le chantier en finition de l'aérogare de l'aéroport international de Njili. Il était question pour lui d'exercer une pression sur l'entreprise exécutante afin que l'ouvrage soit remis aux usagers le plus tôt possible. Dès son retour du parc de Bukangalonzo, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une visite surprise à l'aérogare moderne de Njili. Constat heureux, les grands travaux de construction sont presque finis. L'heure est aux travaux de finition et au dernier réglage. Il consiste à l'installation des équipements dans la salle d'enregistrement des passagers, l'installation du tapis roulant pour la récupération des bagages, l'installation des chaises, télévisions et autres équipements dans la salle d'attente, la mise en place des 6 box devant accueillir 12 passagers à l'arrivée, au même moment pour vérification de pièces, l'acquisition des chariots modernes pour le bagage, l'asphaltage du parking destiné à recevoir 246 taxis et bien d'autres petits travaux. L'aérogare a une capacité d'accueil de 600 passagers pour 2 vols simultanés. Tout constat fait, le Premier ministre a obtenu de l'entreprise les assurances d'une possible visite inaugurale d'ici au 15 mars en cours.
Et puisqu'on parlait infrastructure, sachez que plusieurs kilomètres de routes asphaltées dans la ville de Goma, grâce à des financements de partenaires extérieurs du gouvernement central, comme celui du gouvernement provincial, ont permis une réelle transformation de cette agglomération. Le directeur général ad intérim de l'OVD, Benjamin Wenga, a inspecté ces artères. Elles sont plusieurs les avenues de la ville de Goma qui ont fait peau neuve. Et elles sont aussi nombreuses, celles qui s'apprêtent à le devenir. Le constat est de Benjamin Wenga, directeur général de l'Office de voirie et drainage, en visite d'inspection du chantier voirie dans cette ville. Les 3 km 600 de l'avenue Kibarabara, dans le quartier Madjengo, sont aujourd'hui entièrement couvertes d'asphalte. Présentement, la firme Sobetra, sous financement de l'Union européenne, s'occupe à l'installation des bordures fil d'eau et d'autres pisards. L'avenue Katoi, longue de 500 mètres, est aussi dans le même état. Elle connecte Kibarabara à Niragongo, qui est en pleine transformation grâce à un financement cette fois du gouvernement de la République à travers la Fédération des entreprises du Congo. Complètement finie sur sa partie qui va du rond-point Signers, elle est en chantier beaucoup plus haut. Des ouvriers de la firme Traminco s'activent sur différentes actions telles que la pose des pavés d'accotement ou la coulée de béton pour des accès aux avenues et parcelles. Sur la chaussée, l'heure est à la construction de la couche de fondation. La RN2 Saké, pour sa part, dans son tronçon confié à la firme Sobetra, voit depuis quelques jours des drains s'installer de part et d'autre. Ici, l'ingénieur Benjamin Wenga donne quelques directives pour que ces caniveaux soient entrecoupés par des colonnes pour plus d'efficacité. La partie confiée à Traminco, elle, est en plein rechargement et la pose des bordures suit juste après. Un rythme particulier a été choisi par le maître d'ouvrage pour cette exécution. Faustin Lungue est directeur provincial de l'OVD Nord Kivu. Alors la méthodologie de travail que nous avons adoptée en ce stade, c'est d'aller par tronçon de 500 mètres. Une fois fini, on se délocalise pour entamer d'autres 500 mètres et jusqu'à la fin de ces 4 km. L'avenue des grands ronds-points où se font des grands travaux d'assainissement et le boulevard Kanyamouanga sur son tronçon compris entre le rond-point Signers et Chigoudou, récemment asphalté, a constitué le point de chute de cette inspection de la voirie de Goma par Benjamin Wenga. On reste dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, Goma, capitale sous-régionale de la jeunesse des Grands Lacs, avec la tenue depuis aujourd'hui du salon culturel et artistique pour la paix. C'est un carrefour qui réunit les jeunes rwandais, burundais et congolais sur les arts sous l'égide, bien entendu, de l'Union des jeunes artistes, dessinateurs et peintres congolais. Patrick Sialou a été sur place pour le camp de Biouane. Ils ont entonné respectivement les hymnes nationaux de leurs 3 pays, Rwanda, RDC et Burundi. Ces jeunes, pour marquer le lancement de ce salon créatif, artistique et culturel pour la paix, dénommé JICO, foyer en français. Ce carrefour de paix de 21 jours avec les jeunes congolais, rwandais et burundais est un signe d'union de ces 3 peuples. Les jeunes festivaliers qui sont venus du Burundi, du Rwanda et du Congo ne seront pas déçus pendant les 21 jours. Car JICO, c'est, comme le mot le dit, JICO, c'est vraiment l'espace où les jeunes vont briser des préjugés, où les jeunes seront formés dans les arts, notamment la poterie, la boissellerie, la formation et la décoration et des motifs sur les objets d'art, et même fabrication et décoration des foyers améliorés. Et autour du JICO, vous remarquez que ce JICO est assis sur 3 pays, sur 3 pierres. Et les 3 pierres, pour nous, ça symbolise les 3 mêmes pays de la CPGL, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Et que donc, lorsqu'il y a JICO, donc chaque pierre doit apporter sa contribution pour que la marmite ne tombe pas. Ces 21 jours de travaux marquent l'engagement de la CPGL dans la lutte contre l'oisiveté des jeunes dans des entreprises obscures. Actuellement, on dit que la plus grande entreprise dans la région des Grands Lacs, ce sont les groupes armés qui ne demandent ni qualification, ni diplôme, ni rien du tout. Mais nous voulons offrir un espoir donc à ces jeunes de pouvoir vivre donc à la sueur de son front, de pouvoir apprendre un métier qui leur permet de se réinsérer dans la vie socio-professionnelle donc du milieu où ils sont, de pouvoir créer de l'emploi pour d'autres jeunes et d'être des messagers de paix aussi parce que notre région a été secouée par des conflits.
Notons que ce festival est organisé par l'Union des jeunes artistes et dessinateurs et peintres avec le soutien de la coopération française et la CPGN. Vous le savez certainement, le mois de mars, c'est un mois dédié à la femme en République démocratique du Congo. Et dans quelques heures, le stade Père Raphaël de la Kétule sera pris d'assaut par des femmes de diverses catégories sociales à l'occasion de leur journée internationale pour laquelle la ministre du genre met les bouchées doubles. Aujourd'hui, par exemple, elle a appelé à une massive participation des femmes de la République démocratique du Congo à cette manifestation. Pour l'année 2015, le thème retenu par les Nations Unies est « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée ». Ce thème s'inscrit dans le cadre de la campagne sur la revue et l'évaluation de la plateforme de Beijing 20 ans après. En République démocratique du Congo, le thème choisi est autonomisation et participation politique de la femme congolaise. Thème inspiré des 12 domaines prioritaires de Beijing. En effet, autonomiser, c'est doter les femmes des capacités et des moyens appropriés pour contribuer au développement durable du pays, car elles représentent plus de la moitié de la population. Donc, autonomiser la femme, c'est autonomiser toute l'humanité. Ce 8 mars 2015 se veut donc un point de départ d'une action soutenue par le gouvernement sur toutes les questions qui intéressent les femmes et le développement de notre pays. Je vous invite donc à prendre part aux différentes activités prévues au courant de ce mois de mars 2015 pour démontrer à la face du monde que les femmes congolaises sont capables de se surpasser au-delà de leurs différences idéologiques et politiques pour se rassembler autour d'un idéal commun, celui de défendre et promouvoir leurs droits. Et pendant que l'on mène de plaidoyer pour le respect des droits des femmes, des cas de viol se signalent. La représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants soldats a assisté ce matin à l'audience d'ouverture d'un cas de viol répétitif sur 2 filles mineures de 12 et 13 ans par un sujet belge âgé de 74 ans. C'est sous une pluie battante que Madame le représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles s'est rendue au palais de justice, assister à l'audience d'ouverture d'un cas de viol à répétition des 2 jeunes filles âgées de 12 et 13 ans par un sujet belge portant le nom de Derise Francis Jacques, âgé de 74 ans, aux arrêts depuis le 27 février après être dénoncé par l'une des 2 filles et passé aux aveux de tous les actes lui reprochés. Cette action de terrain a été possible grâce à une synergie entre le bureau de Madame Mabunda, conseillère spéciale du chef de l'État, et celui du ministre des Justices, afin de veiller à ce qu'aucun cas de viol ne reste impuni en RDC. Dans le souci du respect des droits, de la défense et de régulation de la procédure vis-à-vis du prévenu belge, qui n'avait pas d'avocat pour l'assister et permettre aussi au Conseil des parties civiles de mieux se constituer, cette audience a été renvoyée au vendredi 20 mars 2015 prochain. Une ministre honoraire du genre, famille et enfants ne laisse pas l'opinion insensible devant son engagement pour le travail. La députée Marie-Ange Lukiana Mufonko les joue d'une riche expérience politique et du mouvement associatif ainsi que d'un parcours de combattant. Dans cet élément, elle partage son expérience par rapport à son vécu quotidien. Je suis Marie-Ange Lukiana, mais née Mufonkolo. Lukiana, c'est le nom de mon cher époux. Je suis diplômée en sciences de développement de l'Institut universitaire d'études de développement de Genève. Je suis mère de 5 enfants, grand-mère de près de 10 petits-enfants. Je suis députée nationale, élue de la circonscription de Tchango dans la ville-province Kinshasa, la capitale. J'ai déjà été ministre plusieurs fois. Toutes ces formes de responsabilité
sont très importantes les unes les autres. Et la manière de s'organiser, c'est d'abord la gestion du temps. Je crois que la Bible dit qu'une femme sage s'élève très très tôt. Donc la première des choses, c'est de se lever tôt et vraiment de faire son programme d'une manière assidue. Vous savez, les premières heures de la journée sont très fructueuses pour la réflexion, pour écrire, même pour faire ses textes. Et puis, c'est vrai, je suis mère, mais pour le moment, je suis plus grand-mère que mère parce que tous nos enfants sont des adultes maintenant et sont devenus parents à leur tour, pratiquement. Pas tous, mais pratiquement. Donc, c'est surtout la gestion du temps. C'est prendre chaque chose à cœur et l'organiser comme il se doit. Le matin, c'est le petit matin, c'est d'abord la prière. Ensuite, c'est voir le programme de travail qu'on a dans la journée, vérifier sa planification et regarder le programme de la maison et ensuite aller dans les réunions, les rencontres et les responsabilités extérieures. Et quand on rentre à la maison, naturellement, il faut encore vérifier si le programme a été exécuté. Mais il y a aussi le volet social. Donc le tout, c'est une question de programme, de planification et de gestion rigoureuse du temps. Il y a aussi le repos. On ne peut pas oublier le repos et le loisir parce que qui veut aller loin ménage sa monture. C'est plus l'amour de servir. Bolingo pe Moussala, c'est ça ma devise dans mon travail. Donner de l'amour, donner de la joie à mon prochain et travailler pour que cette joie ne soit pas que des discours, mais des résultats concrets. C'est le travail qui rend indépendant, bien sûr. Le mois de mars a été placé sous le thème l'autonomisation et la participation politique de la femme congolaise. Quel est l'état des lieux adressé par rapport à la République démocratique du Congo? Élément des réponses tout de suite dans l'invité du journal. Nous recevons sur ce plateau Bernard Lututu. Là, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa. Vous êtes également directeur général du Centre régional de recherche et documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Vous êtes vraiment dans le secteur du genre. Alors, je le disais tout à l'heure, le thème est l'autonomisation et la participation de la femme politique, dans le secteur politique. Quel est l'état des lieux que vous vous dressez par rapport à cette question de l'autonomisation et la participation politique de la femme, surtout par rapport à la RDC? Par rapport à l'autonomisation, merci d'abord pour l'invitation, madame. Par rapport à l'autonomisation, il faut dire que nous avons encore beaucoup de chemin à faire parce que quand on regarde les indicateurs, on se rend compte que partout, dans toutes les provinces, et même ici à Kinshasa, et à tous les âges, en fait, la femme est encore victime d'inégalités socio-économiques qui sont liées au genre. Et donc, il est important qu'on puisse accroître son pouvoir économique, qu'on puisse la sortir de la pauvreté pour qu'elle puisse devenir beaucoup plus, Madame la ministre vient de le dire, qu'elle puisse devenir beaucoup plus à même de contribuer au développement de la nation. Parce que sa contribution au développement national ne sera possible que si elle jouit de cette capacité d'apporter en termes de revenus, en termes d'expérience, en termes de capacité. Alors, on nous demande toujours, mais oui, mais est-ce que ce n'est pas des faveurs qu'on accorde à la femme? Est-ce que la femme n'est pas déjà suffisamment émancipée que pour continuer à mener ce combat? La réponse est très simple, il faut regarder les indicateurs qui montrent que les inégalités liées au genre sont encore criantes dans notre pays. Mais est-ce que, oui. Par rapport à la RDC, il y a eu des avancées sur cette question? Oh, très peu d'avancées. Très peu d'avancées. C'est vrai que beaucoup de femmes maintenant sont arrivées à aller à l'école jusqu'au niveau le plus élevé. Il y a des femmes qui ont le taux d'activité
des femmes, c'est-à-dire les femmes qui travaillent dans les entreprises, qui travaillent dans le secteur public, etc. C'est vrai, ça a augmenté. Mais par rapport politique, voilà. Alors par rapport à la participation politique, ben là, peut-être que le chemin est encore plus long à franchir, parce que on constate que l'accès aux instances de prise de décision est encore très faible. Donc, quand nous parlons de prise de décision, d'instances de prise de décision, on ne voit pas seulement le haut niveau, on ne voit pas seulement, on ne voit pas seulement que les femmes doivent être présidentes ou ministres, tout ça, mais les hauts niveaux, là, au niveau des quartiers. Combien y a-t-il de femmes qui gèrent nos quartiers? Combien y a-t-il de femmes qui gèrent nos commandes? Il faut commencer justement par là. Peut-être qu'on aura de meilleurs résultats si les femmes... Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Les responsabilités, certes, sont partagées parce qu'il faut qu'on se le dise. Au niveau de la loi, il y a des textes qui régissent la parité, mais en termes d'effectivité, cela n'est pas encore le cas. Il y a aussi la responsabilité des femmes qui, par moments, dorment sur leur laurier. Mais il faudrait aujourd'hui qu'on puisse... dire ce qui ne va pas pour que, au prochain 8 mars, qu'on dise qu'il y a eu évolution, par exemple, sur le plan de la participation politique de la femme. À mon avis, il y a 3 facteurs qu'il faut épingler, qui font qu'on soit toujours à la situation qu'on a aujourd'hui. Premier facteur, je crois qu'il y a un problème de véritablement volonté, de volonté, disons-le, politique, pour passer du discours aux actes. Deuxièmement, je crois que si la femme est encore marginalisée à ce niveau-là, c'est parce que il y a encore trop peu de femmes qui ont fait des études les plus poussées qui soient et de façon à ce qu'elles puissent, n'est-ce pas, prendre la commande partout dans la société. Donc ça, il y a encore un travail par rapport à cela. Et puis la dernière des choses qui reste, c'est le caractère masculin de la société. Quels sont les pesanteurs sociales? Voilà, c'est la plus grande pesanteur qu'on a encore aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société masculinisée. Et les hommes ne sont pas encore véritablement convaincus que la femme doit être autonomisée, et même les hommes qui sont intellectuels. Et donc, il y a un très grand travail à faire du côté des hommes. D'ailleurs, dans les rencontres que nous avons avec les organisations féminines, les femmes elles-mêmes reconnaissent que l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme ne sera au rendez-vous que si les hommes s'impliquent. Et donc, il y a un travail à faire du côté des hommes pour que nous puissions arriver un jour à avoir une société qui soit vraiment genrée. L'on espère que la donne va changer dans les jours à venir. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Je vous en prie. Nous allons clôturer cette édition par cette page noire. Augustin Matata Pogno a rendu des hommages posthumes aujourd'hui au journaliste Claude Kamanga Moutonde, peu avant la levée du corps du journaliste pour l'inhumation qui a intervenu à la nécropole entre terre et ciel. Et puis d'autres témoignages sur l'illustre disparu ont suivi, notamment ceux du ministre de la Communication et des Médias ainsi que d'autres confrères de notre corporation. Vendredi 6 mars 2015, Kinshasa est arrosé par une pluie interminable qui tout de même n'a pas empêché ceux qui ont connu Claude Kamanga de rehausser de leur présence ses obsèques, signe d'un hommage mérité de ce brillant chevalier de la plume. Les très nombreux témoignages inspirent le plus grand respect, car assurément, cet homme a marqué son époque et a insufflé à sa génération la passion pour le journalisme, que des éloges soufflaient à son égard. Claude Kamanga Moutonde est à classer pour moi parmi les passionnés de la profession. Un brillant chevalier de la plume qui a marqué la vie professionnelle de son ardeur. Chercheur rigoureux, Claude a toujours évité la facilité dans son travail. Et tous ceux qui, comme moi, ont eu à croiser son chemin, l'ont découvert. Ils reconnaissent que c'était un grand monsieur dans la presse de ce pays. Un moment pathétique résultant de ces scènes des pleurs et lamentations. Le corps de ce baobab de la presse congolaise a quitté le lieu funéraire vers les après-midi pour la nécropole entre ciel et terre, où il a été déposé dans sa dernière demeure. Un passionné de l'audiovisuel s'est en allé, mais il a fait sa part. La meilleure manière d'honorer la mémoire de telles personnes est d'être de plus en plus nombreux
à devenir amoureux de ce métier. À son sujet, ne dites pas « il est mort », mais dites plutôt « il est parti » car il a fait sa part. Il se repose désormais auprès du Seigneur, ses œuvres le suivent à tout jamais. Que son âme repose en paix, Madame, Messieurs. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. Je vous retrouve très bientôt sur la même chaîne. Le cocktail. Voilà un partenaire de choix pour vos événements mémorables. Nous sommes équipés pour répondre à vos exigences et besoins dans l'organisation de vos cocktails et pauses café. Au bureau, à la maison, partout où vous le désirez, le cocktail met à votre disposition son chef et son savoir-faire. Vous n'aurez à vous préoccuper ni de l'organisation, ni de la préparation, ni de la vaisselle. Au cocktail, nous avons pour vous aussi en surgelé, prêt à cuire, les samoussas, quiche lorraine, mini brochettes, mini pizza, bref, tout pour vos pauses café et vos cocktails. Le cocktail, à la place commerciale de ma campagne. Toutes les occasions sont bonnes pour s'offrir le service d'un chef. Le cocktail. Allô? Allô, frangin? Elle a marché! Ce n'est pas vrai. Le bébé a fait son premier pas! C'est génial! Le bébé a marché! Cool! Bouge pas, je t'envoie la vidéo sur WhatsApp. Non, attends. Je n'ai pas WhatsApp. Smartphoneisez-vous. Vous le méritez. Ne ratez pas les plus beaux moments de la vie avec le nouveau Alcatel Pop D3 chez Tigo. Soyez branchés grâce à Facebook, WhatsApp et Viber préinstallés sur le smartphone. Bénéficiez de 150 MB, 150 SMS et 30 minutes d'appel Tigo par mois pendant 6 mois. Smartphoneisez-vous à 80 000 francs seulement. Tigo. Na A+, lokumu ya basi ezomonana. Mitika bongo memama na baseri lokola African City, seri ya bana ekolo Ghana oyo ezoleka na TV mbala ya liboso. Nisepelisa na koyeba nani ya kobima top africaine ya sika, bongo kozangisa te mibange na tango ya sinema. Kutana na bokeseni ya A+, kobanda na Access, Canal Sat pe lisusu ebele ya bamanaka ya kokamwa na Canal Sat, kobanda na 12 000 francs congolais ya pamba po na sanza mobimba. Na lombango bokutani na baboutique ya yo ya Canal+. Chérie, je suis en retard pour une réunion. À tout à l'heure. Le lait délicieux. Raymond. Quelle honte d'être alimentation. Momo, le lait pour tout le monde. Savon Le Coq, encore plus dur et dure plus longtemps.